Bonjour Lucie Geffroy, Bonjour. merci d'être avec nous depuis Marseille pour cette discussion autour de la revue La Déferlante dans le cadre d'un partenariat avec le festival Hors Limite. Alors je précise à celles et ceux qui nous regardent que vous pouvez nous poser des questions tout au long de cette rencontre via le chat de la plateforme Livestorm. Alors Lucie, tu es avec Marion Pillas, Marie Barbier et Emmanuelle Josse, l'une des 4 fondatrices de cette revue trimestrielle, ce MOOC, La Déferlante, la revue des révolutions féministes, dont le premier numéro, voilà, on voit la couverture du premier numéro, très riche, est sorti début mars. Alors on y trouve notamment un entretien croisé entre l'écrivaine Annie Ernaux et la cinéaste Céline Sciamma, un texte sur la militante féministe Françoise Daubonne, créatrice notamment de l'écoféminisme, une BD originale de Colline Guérin et Jules Marot sur les victorieuses de Plogoff, des femmes qui ont lutté contre les centrales nucléaires en Bretagne dans les années 1970, ou encore un dossier intitulé Aux origines du genre, dans lequel il est question d'intersexualité, de naissance, d'adoption, notamment par le biais d'un entretien que tu as mené avec Amandine Gay, qu'on connaît pour son documentaire La Voix est libre. Alors les sujets abordés sont extrêmement divers et je voudrais aussi qu'on parle au cours de cette discussion de la multiplicité des genres littéraires, pas que littéraires d'ailleurs, parce qu'il y a aussi du reportage photo, mais il y a des entretiens, des bandes dessinées, de la littérature et de la poésie. Alors très simplement pour commencer, comment est née l'idée de la déferlante et comment vous avez réussi à monter cette revue grâce à un financement participatif et sans pub, c'est important de le dire. Je dirais que ce projet donc, est né il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Il est d'abord né d'un constat qu'on était face à, quand même, à une phase de bouillonnement, d'effervescence dans le champ féministe, en fait, à la fois dans les mobilisations féministes, notamment après le mouvement MeToo, mais qui est une séquence qui est encore ouverte, puisque encore aujourd'hui, on a des mouvements tels que le mouvement MeToo Inceste ou MeToo Gay, puis plus généralement des mobilisations féministes très importantes, très fortes. Il y a le mouvement des colleuses, il y a eu en 2019, fin 2019, une grande manifestation orchestrée par nous toutes, qui a été un grand succès. En fait, on voyait émerger vraiment ces problématiques-là, autour notamment des questions des violences sexistes et sexuelles, de manière très très forte dans le débat public également. Et on avait aussi constaté qu'il y avait également et ça s'entend aussi, et c'est logique, une effervescence également éditoriale, avec des essais, je pense par exemple à Sorcière de Mona Chollet, qui prenait vraiment une place dans les librairies, et dans le champ médiatique également beaucoup d'initiatives, notamment des podcasts. Donc chacune des fondatrices sont des auditrices importantes. Je pense par exemple à Les couilles sur la table, La La poudre de poudre, Madame ouais. David, un podcast à soi aussi. Donc on sentait qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient en train d'émerger, mais nous, on faisait le constat aussi, qu'il y a un constat de lectrice, que quand on rentrait dans une librairie, par exemple, il n'y avait pas il n'existait pas de revue qui synthétise tous ces débats-là, qui leur donne une place, qui essaye aussi de donner du champ par rapport à ça. Et on s'est dit que c'était important, que c'était dommage, surtout, ça nous manquait, que cette revue n'existe pas, et que donc on était 4 à faire ce constat-là, disons, et on s'est dit pourquoi pas la faire nous, cette revue. On avait le sentiment qu'il était nécessaire de donner des outils, en fait, pour, pour comprendre ce moment un peu charnière qu'on est en train de vivre, de lui donner aussi du champ historique, et puis effectivement offrir, ça c'est quelque chose de très important pour nous, une multiplicité de voix à l'intérieur de cette publication, pour justement donner à entendre ce bouillonnement, ce changement d'époque.
Mmh. Multiplicité de voix, ça veut dire aussi donner la parole, à des femmes, parce que c'est quand même une majorité de femmes qui écrivent, dans ce premier numéro, il y a quand même un homme. Mais multiplicité de voix, ça veut dire aussi donner la parole à des femmes qui ne sont pas forcément des professionnels de l'écriture. Je pense par exemple, au texte de Barbara, qui est une ancienne détenue, ou au texte d'une sage-femme, dans le cadre du dossier aux origines du genre. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu dès le départ cette volonté-là avec donc les cofondatrices, mais aussi tout le comité de rédaction, on pourra en parler, qu'on a mis en place avec cette revue dès le début en fait de, de la réflexion autour de qu'est-ce qu'on allait publier dans la revue, cette idée qu'il fallait absolument ouvrir les pages à différents types de personnes. Alors les femmes ou disons et plus généralement peut-être aussi d'ailleurs les personnes disons qui représentatives de minorités de genre ou en tout cas qui souffrent disons sont victimes du patriarcat, donc pas uniquement des femmes, mais en tout cas qui est en effet un soin apporté à ça, de se dire que il n'y aurait pas que des journalistes qui écriraient dans la revue. Donc il fallait effectivement, on voulait pouvoir ouvrir les pages à des personnes, des femmes effectivement de tout milieu social, à des activistes, à des chercheuses, à des écrivaines, à des femmes aussi qui ont peu la parole et qui ont des parcours qui sont assez peu visibles. Et nous, pour nous, le rôle aussi de la déferlante, c'est de leur ouvrir effectivement un espace d'expression. Donc en effet, on a pris contact notamment avec une association qui s'appelle Citadelle, en tout cas qui propose des ateliers d'écriture à la prison des femmes de Rennes. Cette personne qui gère ces ateliers d'écriture nous a mis en contact avec des anciennes détenues qui étaient qui avaient la volonté aussi de continuer une forme d'écriture. Donc effectivement, on a cette chronique, on a plusieurs chroniques dans la déferlante et notamment une qui est tenue par tour à tour différentes anciennes détenues de la prison des femmes de Rennes notamment. Et je pense aussi à un autre espace, par exemple, au début du dossier de la déferlante. On a un dossier dans chaque numéro. On a ce que nous, on a appelé la rubrique verbatim, où là, l'idée, c'est vraiment de donner la parole à quelqu'un plutôt de la société civile. Alors là c'est une sage-femme, en effet, qui parle de son métier, de son point de vue, c'est la naissance selon depuis sa fonction. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas forcément introduire le propos, enfin que ce propos-là se suffise à lui-même. Il n'est pas là pour servir, disons, un propos journalistique. Il est vraiment juste là, un peu comme un open mic. On ouvre le micro et exprimez-vous et allez-y. Mmh. Donc il y avait vraiment cette idée-là, et donc on maintient un petit peu aussi ce style un peu oral dans ces cas-là pour cette rubrique-là. Et puis, ben, c'est vrai que plus généralement, on a souhaité avoir en effet une diversité de formats. Heu, donc à la fois disons des formats plus consacrés du journalisme, le reportage, l'enquête, le portfolio, mais on a aussi voulu intégrer quelque chose qui était ça pour le coup, qui était vraiment dès le début en réflexion chez nous, la possibilité de davantage situer les regards. Et Mmh. donc on a beaucoup d'articles dans la déferlante, de textes qui s'écrivent à la première personne, où le «je» est présent, même y compris pour certains ou certaines journalistes, parce que pour nous, c'était très important de pouvoir dire d'où on parle. C'est-à-dire, d'une certaine manière d'aller à l'encontre d'une forme de neutralité journalistique. On parle beaucoup de ça. On estime que cette neutralité journalistique, elle est souvent un peu illusoire. La neutralité journalistique, c'est souvent un journaliste plutôt homme, de la classe moyenne, qui a une forme qui revendique une forme de neutralité. Mais nous, on estime au contraire que quand on donne les clés aux lectrices, aux lecteurs de qui nous parle, ça donne aussi des informations sur la manière dont le sujet va être traité. Mmh. Alors je vois déjà une première question, apparaître dans le chat.
La revue Cosette est également une revue féministe qui existe depuis plusieurs années. Comment vous positionnez-vous par rapport à leur ligne éditoriale? Alors, bon, moi, j'ai été une lectrice de Cosette. Je trouve que Cosette est arrivée à un moment donné dans le paysage éditorial où effectivement il y avait besoin, je pense, pour beaucoup de lectrices, de renouveler le genre, disons, du magazine féminin. Et je trouve que Cosette a fait un travail, et fait toujours d'ailleurs, un travail formidable de défrichage, aussi d'imposer un autre ton, de mettre en couverture des femmes beaucoup moins stéréotypées. Et moi, je pense que l'apport de Cosette, il est tout à fait complémentaire aussi à ce que nous, par ailleurs, on propose. C'est pas la même temporalité. Nous, on est un trimestriel, et Cosette était un mensuel. On est donc davantage, je dirais, peut-être dans le pas de côté, dans l'analyse, le fait aussi d'avoir recours de manière très marquée et de manière très assumée, par exemple, aux sciences sociales. Mmh. C'est quelque chose qui nous distingue, moi, je pense que, et c'est aussi ça qui fait la richesse aujourd'hui du champ médiatique. Il y a beaucoup de publications féministes qui émergent, et nous, on s'en réjouit parce que ça veut dire qu'à chaque fois, ça permet à des lecteurs, des lectrices de pouvoir s'emparer de ces supports-là en fonction, ben, de leurs envies, de leurs attentes, de leurs affinités, et tout ça se complète. Mmh. Alors une autre question de Florence qui demande si on peut trouver la revue dans les bibliothèques de Paris, enfin, et d'ailleurs dans toutes les bibliothèques. Alors non, pas encore malheureusement, mais on aimerait beaucoup. C'est un peu technique, mais les, mmh, les nouvelles revues comme ça, en fait, doivent faire l'objet d'appels à projets de bibliothèques. Ce sont ensuite les libraires qui les livrent, et c'est un processus qui est un peu long. Mais on est en train de s'intéresser à ça, et on aimerait bien effectivement que des bibliothèques nous appellent et nous proposent, nous demandent de s'abonner à la déferlante. Nous, au contraire, on a très envie effectivement de pouvoir être davantage présente en librairie, mais c'est un processus qui est un petit peu long, mais c'est à l'ordre du jour d'essayer effectivement de pouvoir être présente en librairie à Paris, et même partout ailleurs en France. Mmh. Je disais tout à l'heure, La Déferlante est une revue indépendante, sans pub. Comment avez-vous trouvé le modèle économique, enfin, notamment via le financement participatif? Bah, je dirais que le modèle économique de la revue, il a été pensé par tâtonnement, par réflexion. Ce qu'on a fait au départ, c'est que, donc, on est 4 cofondatrices. Aucune de nous n'avait d'expérience dans, je dirais, l'entrepreneuriat des médias. C'est un monde qui est assez masculin, en fait. C'est vrai qu'il y a pas forcément beaucoup de femmes qui créent des médias, enfin, en tout cas, qui créent des revues comme la nôtre. Et donc nous, au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir pas mal de professionnels, de gens qui en avaient créé, d'essayer de comprendre effectivement comment ça marche, en gros, comment on peut se positionner. Et nous, on avait dès le départ, en effet, l'envie de faire une revue sans publicité, de ne pas être «dépendante» entre guillemets des encarts publicitaires. Et donc pour ça, ça veut dire s'appuyer essentiellement sur les abonnements et sur les lecteurs. Enfin, faire en sorte que ce soit vraiment les lectrices qui financent la revue. Et donc on a effectivement lancé cette campagne de financement participatif qui nous a permis de commencer à tester, en fait, d'une certaine manière aussi, l'attente qu'il pouvait y avoir par rapport à cette revue-là. On a constaté que c'était une revue qui était attendue, que l'intuition qui était la nôtre, que cette revue manquait au paysage éditorial français, ben, en effet, elle était validée par le fait qu'il y a eu un grand intérêt. Ça nous a permis donc de pouvoir prévendre pas mal de numéros, et donc de commencer vraiment à fabriquer cette revue, commander une maquette, commander des articles, ce qui demande effectivement pas mal d'investissement avant même que la revue soit financée. Donc c'est un système qui est assez vertueux parce que ça permet d'une certaine manière d'avoir un peu de trésorerie en avance. C'est hyper important pour une revue. Parallèlement, on fait aussi on fait une levée de fonds, ce qu'on appelle une levée de fonds. Donc on cherche des partenaires qui vont investir
dans la revue. On a déjà, ça a été annoncé, Mediapart qui s'est montré, qui a accepté, de devenir, actionnaire minoritaire de la déferlante et puis on cherche aussi des investisseuses, parce qu'il y a avant d'arriver à l'équilibre, avec suffisamment disons d'abonnés pour que la revue se finance par elle-même, on a besoin quand même, davantage de financement. Donc on est encore dans cette phase-là, de tâtonnement, je dirais, pour essayer pour arriver à trouver l'équilibre, économique, le plus pérenne. Mmh. Et le premier numéro a été tiré à combien d'exemplaires? Alors le premier numéro a été tiré à 18 000 exemplaires. On a grâce à cette campagne de prévente, on a eu 6 000 préventes du numéro 1, parmi lesquels certains se sont abonnés à au moins 2 numéros. On est autour là, il faudra que je vérifie, mais environ 3 500 abonnés. Et puis par ailleurs, donc on a aussi cette sortie en librairie et donc depuis début mars, on a plus de 10 000 exemplaires qui ont été vendus en librairie. Donc on peut dire que c'est un lancement, un bon lancement. C'est en tout cas une revue, qui pour l'instant, marche bien, est lue et intéresse. Il y aura au début de chaque numéro une carte des révolutions féministes. Et alors c'est intéressant parce que cette carte, pour une fois, ne propose pas une vision européocentrée. Est-ce que tu peux parler de cette carte et de cette Ouais, volonté de changer la perspective? Bah, oui, c'est ça en fait, donc cette rubrique, on l'a pensée parce on voulait, donc la déferlante, c'est le sous-titre de la déferlante, c'est la revue des révolutions féministes, et pour nous, ce pluriel, il doit aussi se conjuguer, d'un point de vue, je dirais géographique. C'est-à-dire faire en sorte que on ne s'intéresse pas que à ce qui se passe dans l'Hexagone, et on prend acte du fait que le mouvement féministe, en fait, il est mondial. MeToo, ça a été un mouvement planétaire et un peu partout sur la planète, il y a effectivement des mobilisations, des manifestations, des initiatives féministes qu'il est intéressant de pointer, dont il était intéressant de parler. Et donc, on vous laisse cette carte pour s'obliger aussi, d'une certaine manière, à prendre acte de ces différentes mobilisations. Et on s'était dit, mais finalement, parce qu'on est dans cette idée aussi qu'on doit donner des outils pour déconstruire certaines visions des choses, certains modes de pensée. Et par exemple, les cartes qu'on utilise habituellement, c'est la projection dite de Mercator, qui est effectivement eurocentrée, qui est vraiment sur l'Europe. C'est celle que tout le monde connaît. Et en fait, on s'est intéressé à différents types de projections et il y a de fait, une production de cartes assez intéressante, de gens qui ont réfléchi à ça, comment on peut changer, notre projection du monde. Et donc ça, c'est une carte qui avait été faite dans les années 60-70 et qui a été redessinée par une géographe qui s'appelle Léonie Schlosser et qui propose une autre projection, qui est davantage centrée, sur, effectivement les continents, en prenant en compte, leur taille réelle. Parce que la projection qu'on connaît, en fait, elle déforme la taille des continents et donc elle est arrivée à une projection qui, en fait, du coup, est assez étonnante, mais où, on n'a pas l'Asie qui est tout à droite et donc ça nous paraissait intéressant d'inverser aussi le regard par rapport à ça, de se dire que, y compris sur des cartes, sur une carte géographique, on peut être dans une forme de déconstruction du regard. Mmh. La revue met vraiment en avant la pluralité, la multiplicité, on l'a bien compris. Il y a cette idée aussi d'intersectionnalité qui est vraiment très forte, hein. Vous êtes au carrefour de plusieurs luttes. Bah, oui, c'est vrai que, ça aussi, hein, enfin, c'est pour nous, en fait, on ne pouvait pas, prétendre faire, aujourd'hui une revue féministe, sans, en effet prendre en compte, ce concept-là. Parce qu'au départ, c'est un concept de l'intersectionnalité qui prend en compte, les oppressions croisées, que peuvent vivre certaines femmes, des femmes racisées, des femmes, qui ne sont pas valides, par exemple, et qui donc ont d'autres,
contraintes et vivent différemment aussi que des femmes, par exemple, en bonne santé, blanches, d'un milieu social élevé, leurs conditions de femmes et l'oppression dont elles peuvent être victimes. Donc, pour nous, ça, c'était, enfin, je veux dire, c'était impensable, en tout cas, de faire une revue féministe qui ne prenne pas en compte tous ces éléments-là. Et en effet, dès le début, dans la déferlante, on a un manifeste qui expose aussi effectivement ce point de vue et qui le défend et qui l'expose par transparence vis-à-vis des lectrices pour dire où on se situe. Quelle est notre ligne éditoriale? On ne fait pas d'édito, mais on a ce manifeste qui vraiment expose notre position, hem et notre approche, des questions féministes. Mmh. Et vous mettez aussi en avant, l'usage de l'écriture inclusive. Ça, c'est important. Oui, tout à fait, c'est, ça aussi, ça faisait partie des réflexions, importantes, pour nous. Comment on écrit? En fait, on part un peu quand même de ce principe que c'est notre grand motto: «Tout est politique», tout peut, et le langage, en effet, et la manière dont on écrit, c'est politique. Le langage crée aussi, des formes disons de discrimination. Donc on a fait appel à 2 correctrices pour rédiger ce qu'on appelle une charte, orthotypo. Donc ce sont des principes sur lesquels on s'appuie pour, rédiger, corriger, tous, les articles qui sont publiés dans la déferlante. Et effectivement, on a demandé, c'était très important pour nous de réfléchir à quel type d'écriture inclusive on aborde, comment on la met en scène, où il y a plein de possibilités en fait dans l'écriture inclusive. On peut placer le curseur plus ou moins haut, dans les cercles militants par exemple, il y a, d'autres pistes qui sont, choisies que celles que nous on a choisies, mais en tout cas on a voulu une écriture inclusive, donc par exemple, avec, l'usage du point médian, le fait que, le masculin ne n'emporte pas systématiquement, sur le féminin, l'accord de proximité, ce notamment, ça aurait pu aller plus loin, mais on a voulu, en tout cas pour l'instant, parce que c'est des choses aussi qui peuvent, évidemment évoluer avec, le temps. On a voulu une écriture inclusive qui nous permette aussi à toute personne de rentrer dans les textes, qui notamment par exemple pour les titres ou les chapeaux, essayer d'éviter au maximum les formulations qui peuvent parfois être difficiles à lire, disons. Mais après, à l'intérieur des textes, on a effectivement, dans tous les cas, on a l'usage de l'écriture inclusive. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de remarques sur ce sujet qui viennent de tous bords, à la fois des gens qui disent: «Ben, on n'a même pas eu l'impression que c'était en écriture inclusive tellement c'était Mmh. fluide». Mmh. D'autres qui nous disent: «Vous êtes pas allés assez loin, il aurait fallu prendre le pronom neutre» et cetera. Donc ça montre que c'est vraiment un sujet qui est très politique en fait, qui intéresse beaucoup, les lectrices, qui et donc nous on continue dans cette réflexion. Il est possible qu'on évolue aussi, qu'on fasse évoluer les règles, parce que la langue évolue, aussi avec le temps. Et donc on sera aussi amenés, nous à évoluer là-dessus. Florence nous demande sur le chat, comment vous avez trouvé le nom de la déferlante? Alors, c'est une bonne question. Je ne me souviens plus exactement, comment on en est arrivé là. Ce que je sais, c'est que ça a été, on a mis du temps. On a mis du temps à le trouver. Là aussi, on a consulté pas mal, notre comité de rédaction. On a fait au départ, des listes en fait, tout simplement de noms qu'on aimait bien, de mots qu'on aimait bien. On a dit: «Qu'est-ce qu'on a envie de dire aussi?» On voulait quelque chose d'assez dynamique, on voulait quelque chose, qui soit, cohérent avec l'idée de la révolution féministe, donc pas trop, sage disons, enfin, et on voulait, un mot impactant quoi, un mot qui définisse aussi le projet. Et puis, ben, c'est vrai que la déferlante, je crois que c'était Marion Pilas qui l'a lancée, suite à pas mal de ping-pong. On a eu plein d'autres idées qu'on je me souviens qu'il y a eu par exemple, parpaing et dentelle, on avait pensé à blanc, on avait pensé à sorcière, enfin plein de noms qu'on a laissés de côté. Et celui-là en fait quand il est apparu, quand il a surgi, je dirais, il nous a paru évident.
parce que, il y avait aussi cette idée de référence aux vagues, et le féminisme, en tout cas, s'écrit historiquement, par vague. On estime que là, on est en train de vivre, probablement la 4e vague féministe, même s'il y a certains historiens qui remettent un petit peu en question le concept de vague. En tout cas, pour la plupart des gens, les vagues féministes, ça parle. Et donc, il y avait cette idée-là. Et puis, c'est vrai que c'est la déferlante, c'est un mouvement massif, c'est un mouvement de plein de vagues, donc qui a cette idée aussi de collectif. Et puis, je dirais que c'est une certaine manière, c'est aussi un pied de nez à l'expression qu'on entend parfois, notamment à l'égard des femmes, à qui on demande de ne pas faire de vagues, de ne pas parler trop fort. Et ben, nous, finalement, on propose, au contraire, d'être une grande vague et de parler fort. Donc c'est comme ça, je dirais que c'est arrivé. Et justement, comment tu la définirais, cette 4e vague du féminisme? Alors, ce que je constate, moi, en tout cas, c'est que, et ce que beaucoup de gens constatent, c'est qu'on a en effet une accélération des mobilisations, en ligne, numérique. Moi, je me prononcerai pas forcément, sur le fait de savoir si c'est une 4e vague. Enfin, je laisse, aux chercheurs, aux historiens, aux sociologues, de qualifier effectivement, l'ensemble des mobilisations qu'on a pu constater, notamment hors période de pandémie qui impose une forme de ralentissement quand même aux mobilisations sociales. Mais en tout cas sur, l'espace numérique, c'est vrai on a quand même énormément de mobilisations, de revendications qui émergent et qui du coup apparaissent aussi à l'ordre du jour, du débat public. Donc moi, ce que je vois, c'est que, il y a quand même, beaucoup aussi de jeunes générations qui s'emparent des outils féministes, des revendications, qui sont aussi dans cette idée d'émancipation. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire que, par exemple, je pense beaucoup, au mouvement des colleuses, qui est quand même un mouvement, qui pour le coup, a vraiment, eu un impact alors là, vraiment dans l'espace, urbain quoi, et pas seulement à Paris, beaucoup à Paris, mais pas seulement. Beaucoup de villes se sont emparées hem, de ce mode opératoire, je dirais, et de voir, ces messages, s'afficher, sur les murs des villes, partout, avec ce mode d'action, très rapide, très, collectif, la nuit, des jeunes femmes, qui s'emparent, des murs de la ville. Moi, je trouve ça, par exemple, je trouve que c'est peut-être un des traits aussi de cette vague-là, c'est ce mode, aussi de mobilisation qui renouvelle, je dirais, tout le répertoire des mobilisations traditionnelles. Alors je relais une question de Victoria sur le chat et puis après on va feuilleter ensemble, le 1er numéro. Comment se passe le processus de rédaction, choix des autoristes, des sujets? Envisagez-vous de réaliser des appels à contributions comme d'autres magazines et revues le font? Alors, on organise, avec, le comité de rédaction, et j'insiste vraiment là-dessus, le projet de la déferlante, c'est vraiment un projet collectif. On a donc un comité de rédaction qui est composé de différentes, types, de profils, je dirais, de personnes. On a à la fois, des journalistes, mais on a aussi des chercheuses, on a des militantes. On aimerait l'ouvrir aussi davantage à des personnes qui n'ont pas aussi forcément un profil, disons, universitaire ou journalistique, mais qui viennent davantage aussi du terrain, je dirais. On aimerait l'ouvrir également à des personnes, des minorités de genre, un chercheur trans qui va probablement, intégrer le comité de rédaction. On aimerait aussi qu'il y ait davantage de personnes racisées. On estime qu'il faut cette multiplicité-là aussi pour s'emparer des sujets, que le regard sur l'actualité, sur la société, il doit pouvoir, bénéficier de différentes, approches, de différents regards. Donc, au départ, quand on se réunit, effectivement, on fait en sorte qu'il y ait, différents points de vue qui puissent, s'exprimer déjà rien que dans les comités de rédaction. Donc ça se fait effectivement, on parle des thèmes qu'on veut aborder, des sujets auxquels on pense, on les teste,
entre nous. On est aussi un laboratoire d'une certaine manière parce qu'on réfléchit tout ensemble avec chacune nos outils. Et ensemble, on choisit effectivement des sujets. Ensuite, on a les sujets, ils se choisissent également de manière assez contrainte, entre guillemets, par rapport aux rubriques. On a tout un ensemble de rubriques dans la rédaction. Donc, il y a des sujets, par exemple, qui nous sont proposés aussi de l'extérieur, donc je vais arriver aussi à la réponse, mais qui ne rentrent pas forcément dans nos rubriques, mais qui sont très intéressants et qu'on trouverait même, d'ailleurs, on trouve même parfois dommage de ne pas pouvoir les traiter, mais malheureusement, on ne peut pas tout traiter. Donc, on essaye quand même de se tenir au maximum à cette contrainte-là, de faire en sorte que toutes les rubriques soient traitées dans la revue. Et nous, on ne compte pas pour l'instant faire d'appel à contribution, mais on reçoit très volontiers des propositions de sujets. Donc on a une adresse mail sur notre site, contact@revue-ladéferlante.fr, qui est faite pour ça, pour recevoir des propositions. On a aussi rédigé sur notre site une espèce de vadémécum, ou en tout cas une espèce de guide pour proposer un sujet à la déferlante, avec des conseils sur comment faire en sorte que le sujet ait plus de chances d'être accueilli. Donc de rentrer aussi dans cette exigence qu'est la nôtre, de faire appel notamment aux sciences humaines pour analyser certains sujets. On a des articles assez longs, donc ils doivent être assez fouillés. Donc voilà, j'invite toute personne qui souhaiterait proposer un article à déferlante à se reporter du coup à notre site. Florence nous demande si votre comité est totalement féminin ou mixte. C'est une bonne question. Pour l'instant, il est totalement féminin. Comme je disais tout à l'heure, il y a un chercheur trans qui devrait le rejoindre bientôt, mais en effet, là pour l'instant, il est essentiellement féminin. En fait, enfin, j'allais dire, c'est pas étonnant, dans la mesure où c'est aujourd'hui la plupart des personnes qui s'intéressent quand même aux questions féministes, ça reste essentiellement des femmes. Et puis ça s'est fait aussi comme ça, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est qu'on n'en a pas fait un critère, c'est-à-dire on n'a jamais décrété que le comité de rédaction de la déferlante serait en non-mixité. Mais le fait, c'est-à-dire que si l'occasion se présente, il n'y a aucun problème pour qu'un homme intègre le comité de rédaction, mais le fait est que, en tout cas, par, je dirais, par capillarité, parce qu'un comité de rédaction, ça se fait aussi comme ça au départ, on contacte les gens qu'on connaît, les amis, après il y a aussi cette volonté un peu plus, disons, dynamique, d'être un peu plus volontariste, d'aller chercher justement des profils dont on estime qu'il manque. Et donc là, effectivement, on fait un travail, on va voir les gens, on discute, on leur propose. Mais pour nous, c'est vrai que aujourd'hui, on estime en tout cas que la déferlante doit davantage donner la parole, en effet, aux femmes, surtout quand on sait que par ailleurs, dans l'écosystème global de la presse, les hommes et les journalistes hommes ont largement de quoi s'exprimer. Il y a une étude parlementaire, enfin un rapport parlementaire qui est sorti l'année dernière sur les médias en France, qui montre très très bien que, notamment dans la presse quotidienne, je crois que c'est 75% des tribunes sont signées par des hommes. 80% ou 85%, je crois, des personnes qui apparaissent en une des revues, ce sont des hommes. Donc c'est vrai que nous, à notre échelle, on propose une forme de rééquilibrage, disons. Mais d'ailleurs, à ce sujet, il y a une chronique assez amusante de l'écrivain et éditeur Martin Page, qui a donc créé avec Colline Pierret Monstrographe, donc la petite maison d'édition qui est connue pour avoir publié Moi, les hommes, je les déteste de Pauline Armange. Et donc, dans sa chronique, il dit, voilà, moi, en tant qu'homme, j'ai tendance, même si je le fais pas exprès, à faire du mansplaining, donc je me tais. En gros, c'est ça qu'il dit. C'est très amusant. Et c'est d'ailleurs, oui, c'est sommaire. Oui, c'est vrai. En effet, c'est le seul homme qui
qui signe un article dans La Déferlante. Mais d'ailleurs, je dois aussi préciser, peut-être pour que ce soit plus clair, c'est-à-dire que les membres du comité de rédaction de La Déferlante n'écrivent pas toutes forcément dans la revue. Et de même, il y a plein de gens qui écrivent dans la revue qui ne sont pas membres du comité de rédaction. Et donc, les pages sont évidemment ouvertes à tout bon sujet et vont apprendre. Et si c'est par un homme, évidemment, il sera ouais, évidemment étudié. On a d'ailleurs déjà des propositions de sujets écrits par des hommes, mais encore une fois, la question pour moi, elle est pas triviale, elle est intéressante. C'est aussi, je reviens à cette idée du regard situé. Est-ce que sur certains sujets, par exemple, la question des violences faites aux femmes, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir une journaliste femme qui connaît davantage, qui a davantage accès, par exemple, à des témoignages, qui peut plus comprendre, par exemple, aussi ces problématiques-là. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à confier ce genre de sujet à des femmes, par exemple? Je trouve que c'est une vraie question qu'on doit se poser et qu'on se pose, nous, en permanence. Quand on a un sujet qu'on aimerait traiter, ben, on se pose toujours la question, quelle est la personne la plus à même, la plus légitime pour parler de tel ou tel sujet? Alors, dans ce premier numéro, il y a notamment un très bel entretien croisé que tu as réalisé avec Annie Ernaux et Céline Sciamma, donc deux générations de femmes, des créatrices, des féministes, et qui ont en commun la ville nouvelle de Cergy. Ça, on ne le savait pas forcément. Enfin, on le savait pour Annie Ernaux, mais moins pour Céline Sciamma. Comment est venue l'idée de les faire dialoguer? En fait, déjà, je dirais que préalablement à ces deux femmes, Céline Sciamma et Annie Ernaux, ce qui était très important pour nous, c'était de commencer la revue par une rencontre. Déjà, rien que le fait de se dire, comment c'est très important, c'est vraiment se dire que la lecture de la revue commence par des femmes qui nous parlent et qui dialoguent. Et en plus, on tenait aussi beaucoup à cette forme-là de la rencontre, c'est-à-dire pas seulement une femme qui nous parle enfin, à qui on pose des questions, mais vraiment deux femmes qui se rencontrent. Et nous, il nous a semblé que moi, je savais, on savait que Céline Sciamma avait une forme d'admiration, hein, elle s'en cache pas, pour le travail d'Annie Ernaux, qu'elle avait lu tous ses livres, enfin quasiment, je crois, tous ses livres, par ailleurs, effectivement, elle a vécu à Cergy. Je savais aussi qu'Annie Ernaux avait vu les films de Céline Sciamma, qu'il y avait une forme de, disons, d'admiration réciproque. Ce qui nous intéressait aussi, c'était le saut générationnel, c'est-à-dire aussi d'avoir deux femmes qui se rencontrent et qui n'ont pas qui peuvent se retrouver dans leur combat, dans une forme d'engagement. Elles sont toutes les deux des femmes qui très tôt, bien avant ces dernières années, disons, où c'est plus facile de se revendiquer féministe, elles se sont revendiquées féministes il y a plus de 15 ou 20 ans quasiment, quand c'était beaucoup plus difficile, beaucoup moins démocratisé, disons. Et donc, pour nous, c'était intéressant aussi de les faire parler à la fois de leur parcours de créatrice, dans deux domaines évidemment très différents, l'une l'écriture, l'autre les films, même si Céline Sciamma, et d'ailleurs elle le dit très bien, c'est une grande lectrice, donc elle est aussi très touchée par cette forme d'expression. Mais aussi de les faire parler de leur parcours de femmes engagées en réalité. Comment elles sont devenues féministes l'une comme l'autre, qu'est-ce qui a été le déclencheur. Et donc, c'était intéressant aussi de provoquer ce dialogue-là, qui est un dialogue qu'on souhaite, qu'on souhaite voir dans toute la revue, de ce dialogue, disons, entre les générations. Et de montrer que ce qui est en train de se passer actuellement, les mouvements féministes, en fait, il y a beaucoup de questions, de débats qui ont déjà émergé dans les années 70, par exemple. C'est intéressant aussi de les convoquer, d'en parler aujourd'hui.
Mmh. Il y a notamment une question qui me semble très intéressante dans cet entretien, c'est celle de la représentation de l'avortement. C'est-à-dire que, enfin, on sait qu'Annie Ernaux, a écrit il y a longtemps sur l'avortement et Céline Sciamma a filmé, ça dans Portrait de la jeune fille en feu et au fond, on se rend compte que c'est pas du tout quelque chose qui est encore aujourd'hui, représenté. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on l'a en effet découvert au cours de cette interview. Dans Portrait de la jeune fille en feu, en effet, il y a une mise en scène d'un avortement et c'est rarissime, c'est très très rare. Et Céline Sciamma nous a dit, et a dit à Annie Ernaux qu'en réalité, cette scène-là, elle a été inspirée par une phrase d'Annie Ernaux dans un de ses livres dans lequel elle dit qu'elle ne connaît pas un musée dans le monde qui représente cette scène. Cette scène que des L'atelier de milliers la fameuse d'Ange, hein, c'est ce qu'elle la dit. voilà exactement, que des milliers de femmes ont connu et que Ouais. de milliers de femmes quand, l'avortement n'était pas légalisé, ont connu dans la douleur et parfois en sont mortes. Donc expérience éminemment, universelle, et donc partant de ce constat, en fait, de ce manque de représentation pointé par Annie Ernaux, Céline Sciamma a décidé dans son film de travailler effectivement cette idée de la représentation de l'avortement. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on observe à quel point il y a en fait une circulation d'idées, d'influence de l'une vers l'autre, et c'est ça aussi que l'entretien met en avant et montre, et ce dialogue donc qu'on propose, c'est déjà un dialogue qui en fait existait déjà dans leur création et qui est explicité ici. Mmh. Alors parmi les grandes figures, que vous mettez en avant, moi j'étais très, très intéressée par, le portrait de Françoise d'Aubonne, qu'a réalisé, Élise Thiébaut, qui lui consacre par ailleurs un livre, hein, qui est sorti je crois, ces jours-ci. Donc Françoise d'Aubonne, pionnière de l'écoféminisme. Est-ce que tu peux dire un peu qui était cette femme? Bah, Françoise Debonne, c'est une femme, vraiment incroyable. C'est vrai que j'invite, vraiment tout le monde à lire ce portrait qui est absolument, génial. C'est une femme qui a milité, très, très tôt. En fait, c'est d'abord, je dirais, une féministe, qui a milité au MLF notamment, qui a ensuite participé, à différents groupes, dans le sillon du MLF. Et c'est une femme qui était, absolument visionnaire. C'est-à-dire que, elle a, était l'une des premières en fait, en France, à penser, l'écoféminisme, qui aujourd'hui effectivement est un courant qui a de plus en plus de poids. Mais elle est même considérée comme celle qui a forgé en fait, le concept d'écoféminisme. Donc qui propose une forme de synthèse, ou en tout cas d'articulation entre, d'une part, l'exploitation de la nature par les hommes, et d'autre part l'exploitation des femmes par les hommes. Et elle le dit très bien d'ailleurs dans l'article, elle parle de l'appropriation à la fois de la fertilité, de la terre, et l'appropriation de la fécondité. Et c'est une femme qui en fait a d'emblée, dès le départ, pensé, articulé cette réflexion-là par rapport au problème de surpopulation, et constater que la démocratie, enfin que comment dire, que que les femmes en fait devaient reprendre en main la démographie, oui, la démographie. Et elle a donc appelé ensuite, par exemple, notamment à une grève à une grève des ventres, pardon, incitant les femmes à arrêter de procréer. Elle parle beaucoup de ça aussi l'article parle beaucoup de ça, sa vision aussi, sa dénonciation de la manière dont le patriarcat cantonne les femmes à un rôle de femme pondeuse, comme elle dit. Elle a par ailleurs aussi, c'est une femme qui a, qui a, qui a écrit beaucoup de textes très différents les uns des autres. Elle a fait de la science-fiction, elle a écrit des pamphlets, elle a écrit des romans, elle a été extrêmement prolifique, tout en continuant beaucoup à militer. Elle a été même jusqu'à à s'emparer notamment de la lutte antinucléaire, parce qu'il faut savoir Voilà. que l'écoféminisme, dans les années 70, était très, très lié aux questions, de lutte, de dénonciation, des politiques, à ce moment-là, qui étaient très fortes, de création
des centrales nucléaires. Et donc elle est allée à Fessenheim. Elle a participé à un attentat en fait contre contre Fessenheim, la centrale nucléaire. Donc elle était aussi une militante qui allait avec le corps, quoi, pas seulement avec l'écriture, mais vraiment une militante très engagée. Elle est aussi considérée comme une des premières à avoir aussi forgé le concept de féminicide qu'elle elle appelait à l'époque sexicide. Donc c'est voilà, c'est vraiment le portrait Et d'une on lui visionnaire. doit aussi le mot phallocrate, hein, c'est ça? Et le mot phallocrate, absolument, ouais. Mmh. Ouais. Elle parle même du lapinisme phallocrate qui fait que justement on en arrive à cette surpopulation. Et donc en plus elle est très drôle, elle est, c'est vraiment une personnalité effectivement très attachante, très forte et qui surtout a posé l'article pose en parle très bien, quoi, les jalons de plein de réflexions qui encore aujourd'hui sont à l'ordre du jour en réalité. Donc vraiment une visionnaire, quoi. Mmh. Alors puisqu'on parle d'écologie et de lutte contre le nucléaire, on peut peut-être s'arrêter un instant sur, la bande dessinée, originale de Jules Marot et Colline Guérin, sur la lutte des femmes de Plogoff en Bretagne dans les années, 1970, qui rejoint d'ailleurs, la lutte menée aujourd'hui, contre l'enfouissement des déchets, à Bure. Tout à fait. Et pour juste d'ailleurs pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, dans une des bulles de la bande dessinée, à un moment donné, il y a un personnage qui dit: «Tiens, est-ce que tu connais Françoise Daubonne?» Parce qu'effectivement, à l'époque, dans ces luttes-là, Françoise Daubonne était déjà très présente. Hem, Effectivement, là, on a donné, on a proposé, enfin, à cette chercheuse, on voulait revenir en fait sur cette lutte-là, les femmes de Plogoff, sachant que chez nous, la bande dessinée, c'est vraiment un espace pour revenir sur des événements historiques, à la fois, comment les femmes y ont participé, mais aussi ce que ces événements-là ont pu faire dans la vie de femmes, ordinaires. Enfin, et là, c'est vraiment le point de vue qui a été adopté pour cette BD, donc de suivre le parcours de 2 femmes qui se revendiquent pas forcément, en tant que telles, des militantes, disons, mais qui ont, dont le parcours a été vraiment, marqué par cette lutte-là. Elles étaient là, elles ont participé, pas forcément de manière très active, à cette lutte, mais elles l'ont suivie, elles ont aidé avec leurs moyens et elles expliquent surtout à quel point ça a été, comment cette lutte pour elles a été extrêmement émancipatrice, leur a permis de conscientiser tout un tas de choses et c'était ça, en fait, qui nous intéressait avec ce récit-là. C'était de montrer que oui, certes, des femmes peuvent avoir un rôle dans certains événements, dans certaines, luttes sociales et cetera, mais aussi qu'est-ce que ça fait quand à l'échelle d'une vie, quand, on participe à ce genre d'action et donc il y a une des protagonistes qui dit que Plogoff a été à son mai 68 à elle, c'est elle a réalisé tout un tas de choses et ensuite elle a une fois que la lutte de Plogoff a été terminée, elle s'est intéressée à pas mal d'autres choses. Elle a notamment milité par exemple au planning familial et ces ponts-là aussi sont entre effectivement la lutte plus antinucléaire et la lutte féministe se rejoignent d'une certaine manière aussi dans son parcours de femme. Et donc jusqu'à aujourd'hui où en effet ce sont des femmes bah, effectivement qui s'intéressent à ce qui se passe au sujet de Bure et l'autrice, la chercheuse qui signe le scénario est elle-même une militante, elle le dit d'ailleurs dès le début, qui s'est impliquée avec les collectifs de Bure, notamment les bombes atomiques. Elle explique que c'est cet engagement-là qui l'a fait s'intéresser à Plogoff. Et donc c'est très intéressant parce que là encore, on tire un fil qui part fin des années 70 en Bretagne et on arrive effectivement à Bure en 2020. Et c'est intéressant parce que c'est l'échelle d'une vie en réalité. Enfin, donc voilà, c'était un peu l'idée avec cette bande dessinée-là, c'était de proposer ça. Mmh. Et pour mémoire, donc Jules Marot, c'est l'autrice de la BD qui a inspiré, La vie d'Adèle et qui par ailleurs, fait partie du collectif, BD Égalité. Exactement.
Ouais, qui Jules, qui maintenant se fait appeler Jules et genré au masculin. Mmh. Je précise. Alors on le disait tout à l'heure, il y a aussi un très beau, portfolio réalisé par, la photographe, Nancy, Wang Moussissa, sur des jeunes femmes photographiées dans les quartiers populaires juste à la sortie du confinement. Beaucoup ont été photographiées en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, à Saint-Ouen, à Sevran. Un mot peut-être sur ce portfolio. Oui, bah, c'est un portfolio qu'on est, vraiment très, très heureuse d'avoir publié, parce qu'on a été, vraiment, très touchés en fait, marqués par, la démarche, de cette jeune photographe. Donc c'est vraiment une jeune photographe, elle a 19 ans il me semble. Ce qui nous a plu, c'est le fait que, bah, la je dirais, la justesse quoi et la simplicité de sa démarche. Elle le dit d'ailleurs dans le texte, bah, elle est allée voir, sa famille, d'abord, ses amis d'amis, des gens qu'elle connaît de son entourage, et puis elle est allée, leur poser des questions très simples, sur, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette période un peu de suspension? Et elle a de fait, recueilli aussi des témoignages, donc on trouvait ça également intéressant, de proposer aussi, forme de dialogue entre la photo pure et aussi, les textes. Donc on retranscrit certains de ces témoignages pour qu'on comprenne qui sont ces personnes en fait, qui ont été photographiées et puis, ben, c'est vrai que c'est des personnes, on parle beaucoup de la jeunesse, mais en fait on les entend assez peu, on les voit assez peu. Puis aussi cette période de confinement, c'est une période où effectivement pour cette partie-là de la population, qui a été particulièrement aussi difficile à vivre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a correspondu aussi l'année dernière, au printemps dernier, à un grand moment aussi de débat, de mobilisation, autour notamment, des questions, antiracistes, avec l'assassinat de George Floyd, avec des manifestations également, en France et donc ce sont des jeunes qui s'emparent aussi de ces questions-là, et qui livrent leurs réflexions par rapport à ça. Donc c'était pour nous important effectivement, on était très contents de publier ces photos-là, de pouvoir, donner à entendre aussi, ces jeunes, dans cette période-là, un peu qui est aussi pour eux, un moment peut-être un peu charnière et donc on a un portfolio qui est très, encore une fois, je trouve très très juste, très qui donne avec beaucoup d'honnêteté en fait, le pouls d'un moment, dans certaines villes, il y a Arcueil, il y a Villejuif, Saint-Denis, enfin il y a et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est pensé. Alors, je disais tout à l'heure, le dossier central est consacré pour ce numéro aux origines du genre. Donc, il y a énormément de contributions extrêmement intéressantes, hein. Je parlais tout à l'heure de l'entretien que tu as réalisé avec Amandine Gay, qui parle de son adoption. Il y a aussi la philosophe Manon Garcia, autrice du livre On ne n'est pas soumise, on le devient. Moi, j'ai été particulièrement touchée par le texte d'Adèle Aurin, qui est une femme trans, un texte que j'ai trouvé extrêmement puissant. Est-ce que tu peux dire un mot de ce dossier, puis peut-être de ce texte en particulier? Alors, oui, le dossier, ce que je peux déjà en dire, c'est que on a souhaité que bah, déjà il est central, il arrive vraiment quasiment au centre de la revue, donc c'est une place importante. Il y a plus de 30 pages. L'idée, c'est de s'emparer de cet outil, conceptuel au départ, mais qui est un outil très, très puissant, d'analyse de la question du genre. Heu et de se dire qu'en fait, on peut, l'appliquer, l'utiliser pour comprendre tout un tas, d'événements, disons, ou de faits sociaux, ou voire de faits quotidiens, et que ça peut s'incarner en réalité, dans,
c'était notre idée, dans des verbes en fait qu'on peut décliner à l'infinitif. Et donc on a choisi pour chaque numéro qu'on aurait un dossier sur un verbe à l'infinitif et on prend ce sujet-là et vraiment on le tord dans tous les sens pour essayer de voir où se situent les enjeux de genre, de classe, de race à l'intérieur de cette thématique. Donc là, c'était naître et donc naître parce que, ben, c'était le premier numéro, donc c'était aussi une manière de faire hommage, disons, à ce lancement. Et donc effectivement, l'idée, c'était de voir autour de la naissance, alors non pas tant, et ça je c'est important aussi de le souligner, c'est pas, accoucher, donner naissance, mais c'est vraiment naître en tant que sujet. Un sujet qui naît. Alors évidemment, là aussi, ça ça mêle des enjeux à la fois évidemment biologiques, mais aussi, culturels. Hem Et donc l'idée, c'était d'aller voir effectivement, différentes approches par rapport à cette idée de la naissance, qui peut aussi être une forme de naissance, symbolique, disons. Donc c'est le cas pour Adèle Aurin, qui donc est une femme trans qui était au moment où on lui a proposé, d'écrire en transition, et qui d'ailleurs a remis un peu en question cette idée de renaissance que nous on avait, qui était un peu une idée préconçue d'une certaine manière, renaître dans un genre qui n'est pas celui qui nous a été assigné à la naissance. Lui, il remet un petit peu en question cette idée-là, mais par contre, et ça, c'est ça qui est intéressant, il explique de son point de vue ce que ça a signifié pour lui aussi. C'est cette Alors là encore, on a une forme d'émancipation, quoi. Et donc, il raconte qu'il a tout ce processus-là s'est fait aussi parallèlement à une histoire d'amour. Il raconte cette histoire d'amour. Il, et alors je dis «il», vous voyez, c'est pas c'est elle, il faut dire «elle» parce que, c'est Adèle Aurin. Elle est aussi, elle raconte, à quel point, elle a été marquée aussi dans cette, période-là par, des morts, en fait, de femmes trans. Il y a beaucoup de femmes trans qui se suicident ou qui sont dans oui, qui côtoient la mort en réalité. Et donc c'est aussi un texte qui est très puissant, selon moi, parce qu'il lie vraiment ces 2 moments, la vie, la mort quoi, enfin la naissance et la mort. Et puis c'est surtout encore une fois, un texte à la première personne qui est très fort aussi parce que c'est une femme qui révèle d'une certaine manière, même si c'est un texte qui est plus de l'ordre de l'autofiction, qui révèle une intimité, qui révèle, une façon de voir. Il y a notamment la dernière partie du texte qui, je trouve aussi, est très forte où, elle raconte la confrontation, le dialogue qu'elle a avec un psychiatre qui ne comprend pas ses problématiques et du coup, elle nous emmène d'une certaine manière avec nous dans ce cabinet. Et donc on a un texte, qui par ailleurs en plus est extrêmement bien écrit, très rythmé, et qui moi m'a bouleversée, enfin m'a vraiment bouleversée parce qu'il met le doigt sur des réalités, assez peu connues en réalité, et avec encore une fois, je trouve une grande justesse, beaucoup de finesse et beaucoup d'émotion en fait. C'est un texte très émotionnel, voilà, donc c'est un texte que je recommande vraiment vivement. C'est un de mes textes préférés de cette, revue-là. Une dernière question sur le chat. Alors, on y a déjà partiellement répondu hein, sur le modèle économique, mais on nous demande si le projet est déjà rentable ou pas encore. Bah, c'est vrai que ça dépend. C'est difficile de répondre à cette question. Par exemple, pour l'instant, les cofondatrices se payent très, très peu. Donc on peut dire que oui, là, il est rentable, mais de fait, nous ne percevons pas de salaire. Tous ceux qui collaborent à la revue
sont effectivement payés. Enfin, ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Il faut que il y a pas de bénévoles dans la revue. Et donc pour l'instant, on peut pas encore dire qu'on est rentable, mais on arrive, on va vers, l'idée d'aller, assez rapidement quand même d'arriver à cette fameuse équilibre qui nous qui nous permettra de nous financer entièrement, grâce à nos lectrices, mais ça va prendre du temps, c'est pas encore, le cas. Donc c'est pour ça que je disais en début de rencontre qu'on cherche aussi d'autres sources de financement. On réfléchit à d'autres moyens aussi, peut-être, de «monétiser» entre guillemets, je pense par exemple à la newsletter, on est en train de réfléchir à peut-être voir comment on pourrait, dégager éventuellement un peu de revenus par rapport à ça. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, on a bon espoir parce que le lancement, s'est bien passé. Il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, il y a beaucoup de gens qui l'achètent en librairie, donc après, bah, on fera nos calculs et on pourra dire très précisément si oui ou non on est rentable. Mais là, tout de suite, maintenant, je peux pas vraiment répondre à cette question. Alors vous êtes en bouclage, du prochain numéro qui sortira mi-juin, c'est ça? C'est ça, ce sera un numéro qui sera sur les tables de librairie le 17 juin. Et pour ceux qui le précommandent ou s'abonnent, ils l'auront, a priori à tout début juin. En tout cas, il sera bouclé à ce moment-là, donc effectivement, il arrivera, dans les boîtes aux lettres tout début juin. Merci beaucoup, Lucie. Donc d'ici là, j'invite, celles et ceux qui nous regardent, à acheter, ce 1er numéro de La Déferlante, à s'abonner, aussi et merci pour ce moment passé ensemble et à bientôt. Merci beaucoup. J'ajoute un tout petit truc, c'est que, on a une newsletter, il faut pas hésiter Ah aussi oui. à s'inscrire à notre newsletter. C'est une newsletter, qu'on envoie tous les 15 jours et qui permettent aussi de suivre les débats féministes et de suivre l'actualité aussi de La Déferlante. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.